Ça arrive, tu n'y peux rien. Ce n'est pas illégal, c'est l'histoire de Dieu. Il y a toujours eu des opposants à chaque révolution, comme à la Révolution américaine. Aujourd'hui, une révolution est en cours en Israël, et Israël reprend sa terre ancestrale. Bienvenue à nouveau pour une occasion très spéciale ici en Judée, ici sur JNS TV. Nous avons déplacé cette émission sur le terrain. Nous sommes à la ferme Ein Shemesh, juste à l'extérieur de Jérusalem, près de Ma'ale Adumim. Mon invité très spécial dans l'émission de cette semaine est Nate Waller. Il est le directeur de l'impact chez Israel Guys Hayovel. Et nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Nate, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Josh, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir. Tu sais, j'écoute ton émission depuis pas mal de temps, depuis quelques années. Je veux dire, tu es à l'antenne depuis un moment. Alors, merci. Merci, c'est gentil. Alors commençons par demander, qu'est-ce que les gars d'Israël, ou peut-être devrais-je demander qui sont les gars d'Israël? C'est ça. Donc, tout a vraiment commencé avec mon père. Nous étions agriculteurs biologiques dans le Tennessee et mon père a fait son premier voyage en 2004 en Israël et, pour la première fois, il a vu la Bible s'accomplir sous ses yeux. Il a vu les prophètes debout dans un vignoble. Le propriétaire a ouvert la Bible et lu le verset sur la plantation du vignoble en Samarie. Mon père s'est alors demandé, que fais-je? Pourquoi planter tomates et pommes de terre au Tennessee? C'est là que tout a débuté. Nous avons commencé à servir et faire du bénévolat dans les fermes, à bénir les agriculteurs de Judée et de Samarie. Nous ne traversons pas la ligne verte, c'est trop dangereux. Nous restons de ce côté. Tel Aviv? C'est vrai, trop dangereux à Tel Aviv. Je veux dire, en fait, littéralement, vous savez, je dis ça en plaisantant, mais quand les roquettes tombaient, littéralement, c'était la partie dangereuse du pays. La Judée et la Samarie étaient la région la plus sûre d'Israël à ce moment-là. Alors nous avons commencé à venir, à amener des bénévoles pour aider les agriculteurs. Et au fil des années, il y avait de plus en plus de fausses informations qui circulaient. Nous avons constaté des erreurs de reportage et une présentation erronée des colons de Judée et de Samarie. Nous avons donc décidé de raconter la véritable histoire ici. Et donc, à travers cela, en servant et en agissant, nous avons lancé une chaîne YouTube en ligne appelée Les gars d'Israël et avons commencé à publier du contenu en disant « Hé, voici la vraie histoire ». Voici ce qui se passe réellement. C'est littéralement ce qui se passe sur le terrain. Nous le vivons, nous le voyons, nous en faisons partie. Et donc, il y a deux côtés. Nous aidons les agriculteurs et inspirons le monde à soutenir Israël. C'est notre mission, notre objectif, et c'est ce que nous faisons ici. Nous approfondirons le sujet, mais commençons par les fermes. Nous y sommes. De superbes paysages, le désert de Judée. Et je veux en savoir plus sur cette ferme en particulier où nous sommes aujourd'hui. Et en général, pourquoi les fermes sont-elles si importantes? Pourquoi est-ce un sujet aussi crucial dans le contexte actuel? Absolument. Vous savez, je pense qu'on peut regardons la politique. Passons directement à la politique. Que se passe-t-il dans le monde? Le monde entier est en émoi à propos des fermes en Judée et en Samarie. C'est illogique. Qui se préoccupe des fermes? Je ne vois aucun article sur les vignobles en Californie. Je ne vois aucun article de presse sur, vous savez, les fermes bovines au Venezuela ou ailleurs. Ce n'est pas le sujet. Mais d'une manière ou d'une autre, ces fermes sont devenues un sujet à la une dans le monde entier. Elles font la une. Et pourquoi? Cela n'a aucun sens logique. Elles sont sanctionnées. On en a parlé un peu plus tôt. Elles sont sanctionnées par des organismes internationaux. Le Canada vient de sanctionner plusieurs agriculteurs avec qui nous avons travaillé. Malheureusement, ces sanctions limitent automatiquement les personnes que nous pouvons aider, comme ces agriculteurs ayant 20 ou 30 moutons. Ils sont sur une colline avec leur famille et ils sont sanctionnés. Franchement, ça a de lourdes conséquences. Leurs comptes bancaires sont fermés. Tout est bloqué. Ils ne peuvent plus exercer leur activité. Mais pourquoi? C'est la vraie question. Pourquoi l'agriculture est-elle si importante ici et pourquoi le monde s'y intéresse-t-il? En fait, je pense que tout cela se résume à la Bible. C'est, c'est la base de pourquoi cela compte. Dieu a dit qu'il y a 5 endroits en Israël où il donne une alliance aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Que vous soyez chrétien ou juif, cela n'a pas d'importance. C'est le fondement de notre foi. Tout commence ici, à ces 5 endroits. La promesse de Dieu à Abraham commence à El Moreh. Il lui fait une promesse en 4 points. Je serai ton Dieu. Vous serez mon peuple. La terre sur laquelle tu te tiens sera à toi et à tes descendants pour toujours. Et numéro 4, les nations pourront faire partie de l'histoire. Je bénirai ceux qui te béniront. Il transmet cette promesse en 4 parties à Isaac puis Jacob. Le deuxième endroit où il donne cette promesse, c'est Bethel. Il la donne de nouveau à Jérusalem, encore à Hébron, et le 5e endroit est Guérar. Où se trouve Guérar? La bande de Gaza. Donc, nous avons 4 endroits. 4 d'entre eux se trouvent à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Et le 5e est à Guérar. Donc, si nous regardons cela sur une carte moderne, c'est Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Maintenant, cela commence à avoir du sens. Toute cette guerre commence à vraiment avoir un sens logique. Est-ce que cela concerne la véracité de la parole de Dieu ou non? Voici l'enjeu de cette bataille. La parole de Dieu s'accomplit-elle aujourd'hui? Le peuple juif revient-il sur la terre promise il y a 3000 ans? Est-ce vraiment ce qui arrive? Je le pense et je le constate chez ces agriculteurs. Ils reprennent la terre que Dieu leur a donnée, ce qui déplaît au monde. Si c'est vrai, c'est un problème pour la Chine, l'Amérique et le monde entier qu'il y ait un Dieu qui ramène son peuple chez lui. Je crois que c'est la guerre actuelle. Vraiment, si on prend un peu de recul et qu'on regarde la situation, on peut parler de ceci, de cela et dire s'ils ont fait ceci, s'ils ont fait cela, mais je pense qu'au fond, la vraie question, c'est de savoir si la parole de Dieu est vraie ou non. Est-ce que c'est notre fondement? Est-ce que c'est de là que tout vient? C'est justement cela qui explique pourquoi ces fermes sont si controversées et attirent tant l'attention internationale. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi en ce qui concerne les raisons idéologiques, théologiques, bibliques et historiques, mais je veux que tu expliques aux gens, cependant, qui ne sont peut-être pas familiers avec ce qui se passe réellement dans les fermes d'un point de vue pratique. Que font ces agriculteurs? Par exemple, les moutons, nous sommes là. Nous voyons des poules et nous parlerons du projet auquel tu participes ici, dans cette ferme en particulier, des bâtiments en construction, de l'agriculture et des animaux. Explique concrètement ce que font ces fermes du tout début de la matinée jusqu'à très tard le soir. Donc concrètement, ces agriculteurs sortent. La région a été divisée en zones A, B et C selon les accords d'Oslo. La zone C, placée sous la juridiction d'Israël, est sous contrôle israélien, sous contrôle militaire israélien. Il se trouve dans ces zones. Toutes ces fermes que nous aidons se trouvent à l'intérieur de la zone C. Il y a un peu de politique là-dedans. Mais ces fermes s'installent. Elles sont établies dans cette zone. Ils ne volent pas de terres palestiniennes. Ce n'est pas le cas. Mais ils s'installent dans des zones désignées où le contrôle israélien est autorisé. Ils arrivent, ils construisent ces fermes à ces endroits, et ce sont de jeunes familles. Ils ont généralement 2 ou 3 jeunes enfants. Certaines sont des familles plus nombreuses, plus âgées, peu importe. Certains sont des adolescents qui viennent s'installer et créer ces fermes. Ils s'installent avec des moutons et des vaches. La ferme actuelle est biologique et produit des légumes. Une ferme ovine voisine existe aussi. 2 frères vivent ici, qui travaillent ensemble, qui détiennent cette terre dans la région. Donc, tôt le matin, ils se lèvent, emmènent leurs moutons au pâturage, reviennent pendant la chaleur de la journée, puis les ressortent le soir et cultivent des produits biologiques. Ils ont des oliveraies biologiques ici, des légumes biologiques qui poussent. Ils élèvent aussi quelques poules de basse-cour, ce genre de choses. Et oui, c'est vraiment un retour à la terre, un retour à la manière ancestrale dont les Juifs ont vécu ici pendant des milliers d'années, et ils reviennent à cela. Et on voit ça partout en Judée et en Samarie, et particulièrement dans cette ferme. Je veux te poser une question sur les moutons parce que je connais l'importance de garder les moutons, de les emmener au pâturage. Parce que quand les Juifs sont sur la terre, alors les constructions arabes illégales, les occupations illégales arabes, la confiscation illégale de terres ne peuvent pas avoir lieu. C'est exact. Quand il y a une présence dans les champs, c'est la première chose. Et deuxièmement, si tu parles de ces petites fermes, je sais que les agriculteurs, les bergers, quand ils sont dans les champs avec leurs troupeaux, ils sont en fait les yeux et les oreilles de toute la région. Peuvent-ils vraiment alerter les forces de sécurité en cas d'attaque terroriste imminente? Peux-tu parler de ton expérience? Est-ce exact? C'est 100% exact. Et en fait, le terrorisme a fortement diminué depuis cette ferme. Donc avant le 7 octobre, il y avait 50 fermes en Judée et Samarie. Aujourd'hui, il y a plus de 220 fermes en Judée et Samarie. Il y a eu une explosion massive de fermes implantées en Judée et Samarie. Ariel Sharon a dit « Je sais que tu sais, aimer ou ne pas aimer, peu importe. » Mais Ariel Sharon a dit que les endroits où il y a des fermes et des communautés, la nation d'Israël les protégera. On le voit avec le 7 octobre. Le retrait de Gaza a entraîné le départ de l'armée, car il n'y avait plus de communautés ou de fermes dans la bande de Gaza. Et donc, la même chose se passe ici. Dans les endroits où il y a des fermes, l'armée aide à protéger ces zones. Avant, il y avait la prise de contrôle par les djihadistes. Autour de cette ferme, ici où nous sommes, il y a des bidonvilles. Ces bidonvilles arabes, littéralement des bidonvilles. Je veux dire, je ne sais pas comment les gens vivent là-dedans. C'est de la saleté, c'est des déchets. Certaines familles vivent dans des cabanes en tôle. Et c'est insensé. Ces djihadistes arabes qui sont ici pour prendre la terre, ils viennent des villages arabes des environs et ils s'installent dans ces bidonvilles pour essayer de revendiquer la terre. Il y a une décision légale, la Cour suprême d'Israël a statué contre eux en déclarant que ces installations sont illégales et doivent être démantelées. Mais les pays européens du monde entier les maintiennent ici, en gros. Ils menacent Israël avec des sanctions ou autres
pour empêcher Israël de détruire ses communautés. Ces fermes sur le terrain font vraiment la différence car ils tiennent cette terre. Dans la culture du Moyen-Orient, de nombreux Occidentaux ne comprennent pas cela car nos pays, dont Israël, sont des pays du premier monde assez civilisés. Mais les villages arabes, si vous y entrez en voiture, vous avez l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Chaque fois que je vais dans un village arabe, je me dis « Mince, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais ce qu'ils comprennent, cependant, c'est que celui qui utilise la terre est celui qui la possède. Celui qui la cultive, c'est celui qui est là. Et donc, avoir ces fermes, avoir des yeux et des oreilles sur le terrain, surveiller la zone, a considérablement réduit le terrorisme. Le terrorisme a baissé en Judée et Samarie. Je ne sais pas s'il a déjà été aussi faible. Ces agriculteurs transforment la situation sur le terrain. Maintenant, une petite histoire. J'étais sur le terrain. Nous aidions à installer une ferme dans la zone tampon entre la Jordanie et Israël. Donc, nous étions littéralement en train d'installer une clôture le long du fleuve Jourdain. Ce gars possède 14 kilomètres de terrain le long du Jourdain où il élève du bétail. Ils y installent ses agriculteurs, comme tu disais, pour surveiller la zone. Eh bien, il m'a montré que sur ce tronçon de 14 kilomètres, il y a 27 endroits où des bulldozers jordaniens avaient poussé de la terre dans le fleuve Jourdain. Alors il va voir l'armée et dit « Hé, qu'est-ce qui se passe? 27 endroits en 14 kilomètres. » La Jordanie venait de bâtir une nouvelle clôture à sa frontière. Il demande « Que se passe-t-il ici? Pourquoi voit-on des traces de bulldozers poussant de la terre dans le Jourdain? » L'armée a répondu que c'était un accident. Il a dit « Attendez, ce n'est pas un accident. 27 fois en 14 kilomètres, on dirait qu'ils veulent créer un passage terrestre. » C'est bien plus que ça. Et c'est ce que ces fermes Font, c'est qu'elles placent des hommes sur le terrain qui cultivent dans ces zones. Ils cultivent, mais ils sont aussi les yeux et les oreilles. Et ils sont là tous les jours, et ils voient les changements. Ils voient, ils remarquent les changements. Ils remarquent les choses qui changent. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ils vont pouvoir empêcher qu'un événement comme celui du 7 octobre se produise, car cette préparation, c'est 27 points de passage et un fort sur seulement 14 kilomètres. Je ne connais pas le reste de la rivière, mais s'ils en ont 27 sur 14 kilomètres, combien sur le reste? Et à quoi ressemble un point de passage depuis la Jordanie? C'est la plus longue frontière d'Israël et en fait la frontière la moins sécurisée de tout le pays. Donc, ce fermier qui se tient là et qui voit cela, ça leur permet de réagir et de se préparer à ce genre de scénario. Comment répondez-vous, que ce soit en tant qu'agriculteur ou en tant que l'un des gars d'Israël, à ceux qui affirment qu'Israël occupe illégalement cette région? Certains Israéliens pensent malheureusement ainsi. De plus, l'Union européenne contribue en construisant illégalement dans la région et ailleurs, comme vous le voyez. Que répondez-vous à ceux qui parlent d'occupation illégale? Oui, vous savez, je trouve cela intéressant parce que Tel Aviv a également été qualifiée de colonie illégale en 1909 lors de sa fondation. Aujourd'hui, pour la plupart, les gens riraient de cette affirmation. Mais en 1909, c'était la situation lorsque les Britanniques, ou juste avant que les Britanniques n'arrivent et ne prennent le contrôle, il s'agissait d'une colonie illégale. Le journal britannique disait qu'une colonie illégale de Tel Aviv avait été fondée. Aujourd'hui, c'est le centre de ou Jérusalem, Tel Aviv. Elles se disputent un peu le centre de la vie juive, vous savez, en Israël aujourd'hui. Je crois que nous voyons la même chose. Et je pense que ça revient vraiment à la foi, c'est-à-dire que je crois en la Bible et je crois en la parole de Dieu. Et c'est ici que Dieu dit que c'est la terre. Maintenant, on pourrait parler de politique. On pourrait parler de pourquoi Israël a le droit ou n'a pas le droit et toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a un très bon argument pour expliquer pourquoi Israël a le droit d'être ici et que ce n'est pas une occupation illégale. Mais je pense que ce à quoi ça se résume vraiment, c'est que ma foi, c'est la Bible, et Dieu l'a dit. Donc, au bout du compte, c'est tout. Désolé, il n'y a pas de discussion, c'est la fin de l'histoire. Si je vais sur le terrain politique, que se passe-t-il si l'ONU adopte une loi la rendant illégale? En ce moment, c'est débattu, c'est flou. Ça pourrait l'être, comme ça pourrait ne pas l'être. Tu sais, tu pourrais aller d'un côté, tu pourrais aller de l'autre. Tu sais, peu importe la résolution 242, tu sais, toutes les différentes législations, toutes les lois et tout ce qui a été adopté à l'ONU, c'est flou. Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Mais au final, je crois que tout se résume à la parole de Dieu qui s'accomplit. Et je crois que c'est ce qu'on voit en Judée et en Samarie. C'est ce qu'on voit en Israël en ce moment. Depuis le 7 octobre, il y a eu un immense réveil et les gens se tournent vers la foi et comprennent que, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est là que nous allons. C'est notre terre. Et je crois que nous voyons un peuple qui revient, une conquête, un retour sur la terre pour gouverner et régner sur la terre d'Israël. Et en fait, je pense qu'on le voit même de l'autre côté aussi. Les Arabes le reconnaissent. Les Arabes partent, et en grand nombre. Les Arabes partent, et ils disent « D'accord, nous nous rendons, nous cédons ». Que se passe-t-il sur le mont du Temple? Les Arabes y vont moins. J'ai vu un rapport récemment.
Le même phénomène se produit en Judée et en Samarie. L'état d'esprit change en Israël et chez les voisins arabes. Il existe de nombreux bidonvilles où ils tentèrent de s'installer et de prendre le contrôle, mais ils sont partis. Je pense qu'on observe ce phénomène. Nous voyons cela des deux côtés de ce spectre, donc je leur réponds que cela se produit. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas illégal. C'est l'histoire de Dieu, cela arrive. Il y avait aussi des opposants à la Révolution américaine. Des opposants ont toujours existé dans toutes les révolutions qui ont eu lieu dans le monde. Aujourd'hui, une révolution a lieu en Israël, le pays reprend sa terre natale et une nouvelle génération émerge. Je crois que c'est la révolution actuelle d'Israël. Incroyable. Eh bien, mais laissez-moi vous demander, vous savez, même avec tout cet optimisme, si vous descendez la route d'ici, il y a encore des bidonvilles illégaux qui sont bien sûr soutenus et financés par l'Union européenne. Qu'est-ce qu'Israël peut faire en plus de la foi? Qu'est-ce qu'Israël peut faire de plus pour empêcher concrètement, et je sais que les chiffres ont baissé, empêcher la construction illégale, une construction dont le but est leur but explicite? Beaucoup de pays ont adopté cela pour établir ce qu'ils appellent un État palestinien. C'est leur objectif final. C'est pourquoi ils prennent le contrôle de toutes ces zones stratégiques entre ici et la mer Morte, ainsi que dans bien d'autres endroits, dans les collines du sud d'Hébron, au Shomron et en Samarie. Que devrait faire Israël concrètement pour empêcher ce type d'activité? Oui, et je pense que ce que nous avons vu depuis le 7 octobre l'a permis. Je veux dire, j'ai constaté un changement massif dans la politique israélienne depuis le 7 octobre, en fait, sur le plan politique. Je veux dire, toutes ces fermes avant le 7 octobre, aucune de ces fermes n'aurait été autorisée à aller dans ces zones. Cela n'arrivait pas. Il y a eu un changement, même si c'était complètement légal. Établir des fermes n'est pas illégal d'après les accords d'Oslo que j'ai lus. D'après les accords d'Oslo, il est dit qu'Israël a le droit et que les FDI ont le droit de s'installer dans la zone C, plus ou moins. C'est la formulation. Israël a le droit de décider de ce qui se passe dans la zone C. Donc toutes ces zones sont complètement établies légalement. Et je pense que c'est le front. Et je crois aussi que lorsqu'on a une nation forte, les gens vont se rassembler autour d'elle. Les gens vont se rallier à une nation forte. Pourquoi les accords d'Abraham? Pourquoi ont-ils été signés? Parce que ces nations autour d'Israël ont vu Israël comme une force. Elles voient Israël comme un empire en pleine ascension. Et je pense que cette force se traduit en fait par le désir des nations de vouloir en faire partie. Parce que vous voulez en faire partie, vous savez, c'est comme en ce moment, combien de personnes veulent rejoindre l'Amérique? Combien de personnes veulent, vous savez, avoir une sorte d'alliance avec l'Amérique? Beaucoup, parce que l'Amérique est cette superpuissance. Et je pense qu'Israël est en train de devenir cette superpuissance au Moyen-Orient et que les nations autour, plus Israël devient fort, plus Israël se tient debout, avec un peu de cran, et s'oppose à ces djihadistes qui essaient de prendre le contrôle, alors les nations autour vont soutenir cela. Elles vont vouloir en faire partie. Les nations européennes vont vouloir en faire partie. Partout dans le monde, on va vouloir en faire partie. Et on le voit même en ce moment dans le monde de la technologie. Il y a d'énormes entreprises technologiques qui investissent en Israël. Même s'il y a toute cette propagande contre Israël, ils continuent quand même. Non, 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 nous voyons qu'il se passe quelque chose en Israël. Nous voulons faire partie de cette histoire. Donc on voit cela d'un côté. De l'autre côté, on voit toute cette propagande qui circule en disant qu'Israël est une sorte de nation monstrueuse et folle. Mais les gens qui font vraiment attention, eux, ils connaissent la différence et ils peuvent la voir. Et je pense que c'est là où nous allons. Et je pense qu'Israël doit avoir plus de cran. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer lors des prochaines élections ici en Israël pour voir quel rôle tout cela va jouer dans ces élections. Je pense qu'au final, on se bat ainsi, en affrontant et en affirmant qui nous sommes, ainsi que notre nation. Vous savez, l'Amérique n'est pas devenue l'Amérique en capitulant devant les Français, les Indiens, les Anglais ou qui que ce soit d'autre qui était là. Ils n'ont pas capitulé. Comment sont-ils devenus une superpuissance? Ils ont dit « Non, c'est notre pays, voilà qui nous sommes ». Et ils se sont battus pour cela. Et je pense que c'est là où Israël en est. Israël doit se battre pour ce qu'ils sont. Ils doivent se battre pour leur identité. Ils doivent se battre pour leur place dans le monde. Je pense qu'ils deviendront la superpuissance du Moyen-Orient ainsi. Absolument. Oui, je voudrais changer de sujet ici. Je suis très impressionné par le travail accompli aujourd'hui sur cette ferme et par les constructions en cours. Je veux parler de vos projets, de certaines choses qui se passent aujourd'hui en Judée et Samarie. Vous vivez à Har Braka, mais vous êtes un peu partout, impliqué dans de nombreuses initiatives importantes en Judée et Samarie. Pouvez-vous nous parler de vos projets actuels? Oui, absolument. Nous avons donc un groupe, Zionops, qui est ici, un programme très intense. Des jeunes hommes de 18 à 30 ans viennent pour un mois et réalisent des projets intensifs, travaillant de l'aube au crépuscule.
Nous partons sur le terrain, nous dormons à même le sol dans les fermes et nous faisons tout ce qui est nécessaire. Vous savez, dans une ferme, ça peut être des clôtures. En ce moment, on fait beaucoup de clôtures. Je pense que beaucoup de ces agriculteurs ont du bétail. Nous faisons des clôtures pour le bétail. Pour ce projet, nous construisons une maison en bottes de paille pour loger certains ouvriers venant aider à la ferme. Cela dépend de la ferme et du projet. Nous plantons des vignes et faisons beaucoup de choses similaires, mais c'est un travail difficile, comme tu l'as dit. Il fait 32 degrés et l'équipe monte la structure en bottes de paille pour cette maison. Nous faisons des clôtures. Tu sais, la plupart des trous doivent être forés. C'est comme du roc. On arrive, on fore le trou dans la roche, on installe les poteaux dans ces zones. Mais ce sont vraiment des gens du monde entier qui croient en la parole de Dieu, qui ont la foi, qui veulent venir et faire partie de cette histoire parce qu'ils voient que ça se passe et ils veulent venir se connecter à ce qui se passe ici. On visite 2 fermes par semaine, on réalise un projet sur chacune avant de passer à la suivante. Oui, c'est ça l'histoire. On organise environ 9 voyages par an. On a différents types de voyages. Celui-ci est vraiment un voyage intense. Je veux dire, ces gars-là sont vraiment solides. C'est vraiment une équipe géniale. Et puis, on a d'autres voyages qui sont un peu, vous savez, tout le monde n'a pas cette trempe, n'est-ce pas? Certaines personnes veulent venir et se connecter, mais pas du lever au coucher du soleil. On organise aussi d'autres voyages pour que les gens se connectent, ce qui répond à ta question d'avant. Je crois que c'est le deuxième point pour nous venant des nations sur comment changer le récit. Les gens doivent venir et venir sur le terrain. Ils doivent venir et le voir. Ils doivent en faire partie. Et il y a quelque chose qui se crée quand tu es sur place, quand tu le vois de tes propres yeux et quand tu en fais partie. Et donc, c'est l'un de nos objectifs. Amener, et nous faisons venir chaque année entre 3 et 500 bénévoles pour qu'ils viennent et se connectent à ce qui se passe ici sur le terrain. Notre mission est de connecter les gens en organisant des visites et des rencontres. Bénévolat, visite, vous savez, ils font du bénévolat et visitent en même temps en créant un lien avec ces lieux. Judée et Samarie, c'est là où, 85% de la Bible a été écrite ou s'est déroulée. Donc, nous créons un lien avec ces lieux. Vous savez, partout où nous travaillons, il y a une histoire. Vous savez, nous sommes juste ici. C'est la région où le roi David s'est enfui devant Absalom, précisément vers ces montagnes où nous travaillons actuellement. Il y a donc toujours un lien avec l'histoire de la Bible, avec le projet sur lequel nous travaillons, non seulement à travers l'histoire, mais aussi à travers les prophètes. Vous savez, ils parlent du retour du peuple juif. Et c'est vraiment ma passion de mettre les gens en lien avec les prophètes et avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que tant de personnes ont fait de la foi quelque chose d'abstrait, sans lien avec la réalité. Je crois que c'est réel, que cela se passe aujourd'hui. Il est dit que le peuple juif reviendra sur la terre, qu'il sera planté sur sa terre et qu'il ne sera plus jamais arraché de sa terre. Cela vient d'Amos. Il est question des vignes qui reviennent sur les montagnes. Il est question du bétail qui revient sur les montagnes. Et donc, ma passion, c'est de mettre les gens en contact avec cette réalité concrète pour renforcer leur foi afin qu'ils puissent dire « Wow, la Bible est réelle ». Ce n'est pas juste quelque chose en quoi je crois parce que vous savez, peu importe, ça me fait du bien. Non, c'est vraiment réel, c'est vraiment une connexion tangible où l'on relie la Bible à ce qui se passe concrètement aujourd'hui. Je veux insister là-dessus. Il y a ceux de ce qu'on appelle la droite woke, la fausse droite, les Tucker Carlson et compagnie, qui essaient vraiment de creuser un fossé entre les chrétiens et les juifs ici, dans ce pays. Et je veux parler des réalités et des relations entre les chrétiens et les juifs. Vous savez, ceux-là diront que les Tucker Carlson et compagnie diront que les chrétiens dans ce pays sont une minorité persécutée. Quelle est la réalité? Quelle est la relation actuelle entre juifs et chrétiens en Israël? Vous savez, je pense qu'il y a eu un changement massif au cours des 30 dernières années. Il y a 30 ans, nous avions des protestants et des chrétiens. Enfin, il y a 30 ans, des baptistes et des méthodistes. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le christianisme, mais vous savez, il y a différentes dénominations. Les baptistes et les méthodistes ne se parlaient pas. Il y a probablement 20 ans, les chrétiens ou les protestants et les méthodistes ne se parlaient pas non plus. Il y avait comme cette division. Avec l'ère des réseaux sociaux, les frontières sont devenues floues et il n'y a plus de dénomination aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de distinction. Pour l'essentiel, si vous êtes chrétien partout dans le monde. Et je pense que c'est très profondément ancré. La plupart des chrétiens n'ont même pas la moindre idée de ce en quoi ils croient, pour commencer. Et c'est ça, le manque de lecture de leur Bible, le manque de connexion avec la parole de Dieu. Donc si tu es chrétien, peu importe. La plupart des gens ne réalisent même pas que les chrétiens arabes que Tucker interviewe à Bethléem, ils ont participé au massacre de 1948 des colonies juives de Gush Etzion lors du combat pour la fondation de l'État d'Israël. Ils ont été massacrés. C'était le 7 octobre 1948 à Gush Etzion. Ces chrétiens, partageant l'idéologie de l'interviewé, ont participé à ce massacre. Mais pourtant,
Ces types ont cette position, et pourtant le monde les écoute comme s'ils étaient une sorte d'autorité sur Israël et sur ce qui s'y passe. Pourtant, ils ont la même idéologie que le Hamas qui vient de Gaza, et il y a eu de nombreuses attaques terroristes commises par Téhéran. Le gars, c'était un chrétien de Samarie qui est venu. Tu sais, et donc ces types ont cette idéologie. C'est le même genre d'idéologie que celle des musulmans. Très souvent, on met ça sur le dos des musulmans. Mais à travers l'histoire, on a eu ce christianisme qui a tué des juifs. C'est simplement une réalité qui s'est produite. Je veux dire, les croisés, l'Inquisition, on peut citer n'importe quelle époque de l'histoire, mais cela a eu lieu. Et ces gens suivent cette même voie. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Je crois qu'il y a une séparation entre les deux. Et cela n'a rien à voir avec le catholicisme ou le protestantisme. Il n'y a pas, ces distinctions ne sont plus pertinentes. L'essentiel, c'est ceux qui pensent que la parole de Dieu est réelle et physique, et ceux qui la considèrent seulement spirituelle. Voici la division entre les deux. Certains défendent l'idée qu'Israël n'existe plus, qu'il est fini et que désormais, eux sont le peuple élu. C'est la théologie du remplacement. Ce que je dirais, c'est non, et c'est pour cela que je suis si passionné par le fait de mettre les gens en contact avec les prophéties concrètes dont il est question, parce que cela montre que la parole de Dieu est toujours vraie et qu'elle se réalise encore aujourd'hui, car je peux la voir, je peux la toucher, je peux la ressentir, je peux en faire partie. Quand il est question du jour, nous venons justement de réaliser un projet juste ici, dans la vallée d'Achor. Et Isaïe dit littéralement que les vaches seront, une fois de plus, les vaches vont revenir dans la vallée d'Achor. C'est juste derrière la colline ici. Bien sûr. En regardant les vaches dans la vallée d'Achor, en construisant une clôture, je me dis, la parole de Dieu est clairement vraie, c'est concret. Il y a un aspect spirituel, mais tout se passe physiquement sur le terrain. C'est la différence que nous voyons. Cette guerre en ce moment porte sur une seule chose. Est-ce que la Bible est vraie? Ce retour à la question fondamentale. Est-ce que c'est physique? Est-ce une réalité? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce quelque chose de spirituel dans les nuages? Selon moi, il s'agit d'une réalité physique qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Je pense que c'est ce que j'apporterai à ces gars-là. Ils disent, regarde, je le vois, je le touche, je le ressens. Comment contester ça? C'est une réalité. Ils présentent un récit très différent, pourtant c'est ce que je constate sur le terrain. Mais malheureusement, d'après les chiffres, cela a influencé la prochaine génération de chrétiens, même au sein de la communauté évangélique aux États-Unis. Et je sais que beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir, car ils acceptent ce récit véhiculé par Tucker Carlson, Candace Owens et les autres. Et moi aussi, je suis très préoccupé par cela. Je vois que l'un des plus grands problèmes dans tout cela, c'est que nous avons perdu l'éducation au sein de la communauté chrétienne, ce qui rend tout flou. Dès qu'une situation devient incertaine ou que des doutes apparaissent, surtout si l'ambiance devient hostile, les gens quittent la conversation. Vous savez, ça devient gênant. Si la conversation devient gênante, les gens se retirent. Et donc, c'est un vrai problème auquel nous sommes confrontés en Amérique. Les gens disent simplement « je ne sais pas ». Et donc, ils se désengagent du sujet. Peut-être qu'il y a du vrai dans tout ça, peut-être bien, et je pense que c'est un vrai problème. Comment le combattre? Je pense que, à l'avenir, nous allons vivre une époque où l'authenticité sera reine. Nous vivons actuellement à l'ère de l'IA. Nous sommes à l'ère des bots. Nous sommes à l'ère de... Qui sait? Tucker Carlson a-t-il réellement 12 millions d'abonnés? Peut-être, peut-être pas. Est-il vraiment aussi influent qu'on le pense? Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas vraiment. Est-ce que la personne a vraiment dit ça ou pas? Tu sais, avec l'IA, ces vidéos et toutes ces choses qui sortent, toutes ces informations, je pense qu'une des choses auxquelles on va bientôt être confronté, c'est que les gens vont vouloir de l'authenticité, des interactions en personne, des liens avec de vraies personnes. Et je crois que ce sera l'avenir de la communication, ça va s'éloigner d'Internet. C'est ma prédiction. C'est ce que je pense qui va arriver bientôt. Et je pense que la façon de lutter contre ça, c'est qu'on doit se voir en vrai et se connecter avec les gens en personne, parce qu'à un moment donné, les gens vont commencer à se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire confiance à ça. Ils ne peuvent pas faire confiance à Internet. Ils ne peuvent pas faire confiance à ce qui est là dehors parce que c'est tout simplement trop ouvert et il n'y a aucun moyen de vérifier ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Vous savez, et d'après ce que j'entends, je ne suis pas vraiment dans le monde de la technologie, mais d'après ce que je comprends, ce truc de bots, c'est fou. Ça influence la culture, ça dirige. Je parlais avec un professionnel à ce sujet l'autre jour qui expliquait que lorsque l'Iran a été coupé du monde pendant 11 jours au début de la guerre, 40 000 comptes Twitter ont disparu d'un coup, qui poussaient pour que l'Écosse fasse sécession ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était pour que l'Écosse fasse sécession ou l'Angleterre, peu importe, pour quitter l'Union européenne. Mais ils parlaient du fait que tous ces comptes ciblaient spécifiquement ce sujet en Angleterre depuis l'Iran.
Donc, ils influencent la politique depuis ces pays arabes, depuis la Russie, depuis la Chine, depuis n'importe où. Ils l'influencent avec ses bots et tout ce système. Donc, c'est effrayant d'un côté. D'un autre côté, je pense que les gens vont finir par se réveiller et commencer à se dire, attends une minute, ça n'est peut-être pas vrai. Maintenant, ça ne fait pas disparaître la question. Il faut que nous soyons présents pour répondre à ces questions quand les gens commenceront à s'en rendre compte. Et je pense que c'est là où nous allons. Et nous devons être une source fiable qui peut dire, non, ça, c'est la vérité et c'est la voie à suivre. Je pense que nous voyons un récit, même avec notre chaîne, qui s'adresse à la génération plus âgée, et je vois qu'ils essaient d'influencer la jeune génération avec ce récit. Je pense que l'Amérique et l'Occident vont connaître des temps difficiles. À quoi cela ressemblera-t-il pour Israël? Je l'ignore, mais je pense qu'il y aura une spirale. Dans les années 70, je parlais d'Ariel Sharon, et le livre de Bibi l'évoquait aussi. Je viens de lire celui qui parle de la difficulté des années 70 et 80 à cause de la pression internationale venant du monde entier. Mais j'ai l'impression que ça va en spirale. La question est de savoir jusqu'où la spirale va aller avant de revenir. Vous voyez, où allons-nous finir avant que ça commence à s'améliorer à nouveau? Et je pense que notre rôle, c'est d'être là, de pousser et d'essayer de ne pas laisser les choses aller aussi loin, vous savez, de ramener la situation. Nous arrivons presque à la fin. Nate, j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps, littéralement, en quittant le projet sur lequel tu travailles en ce moment, en construisant une maison ici dans cette ferme. Mais je veux essentiellement te laisser t'exprimer librement. Quel est ton message? Quel est ce message que tu veux que toute personne qui regarde ceci en ce moment retienne de toi? Wow! Tu sais, moi, je pense que mon message, c'est, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais vraiment, c'est qu'Israël est un empire en pleine ascension dans le monde. Pas seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Actuellement, Israël est classé au 5e rang des armées du monde et font partie des pays les plus heureux. Il se passe tellement de choses en Israël que je prévois que cela va continuer à grandir. Il y a un élan derrière tout ça et ça va continuer à se développer. Donc, si tu veux faire partie de l'équipe gagnante, si tu veux te connecter à ce que Dieu fait dans le monde, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'Israël gagne. Il pourrait y avoir des moments difficiles à venir, mais honnêtement, si l'on en croit les prophètes, ceux qui ne rejoignent pas auront des problèmes. Alors, rejoins l'équipe gagnante. Sois du bon côté de l'histoire et tiens-toi aux côtés d'Israël comme tu le peux. Rejoins le peuple juif. Viens, sers, bénis, renforce les communautés juives dans ta région, où que ce soit. Et donc, oui, ce serait mon défi pour le monde, pour tous ceux qui regardent. Si tu es juif, rentre à la maison. Reviens en terre d'Israël. Je ne sais pas ce que tu fais en dehors de la terre d'Israël, mais je crois qu'il est temps de revenir, de se réinstaller. Je pense que lorsque le peuple juif reviendra sur sa terre, la parole de Dieu sera proclamée au monde. Excellent message, nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup, Nahor, pour ton temps. Merci pour tout le travail sacré que tu fais ici pour bâtir la terre d'Israël et tout ce que tu apportes à l'avenir de l'État d'Israël et du peuple juif. Merci beaucoup. Merci Josh de m'avoir invité dans l'émission. Cette édition de Judication était spéciale car nous avons fait l'émission sur le terrain cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Un immense merci à Tamir Platzman. C'est notre photographe extraordinaire pendant ce déplacement. Et bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe du studio JNS, notre productrice Barbara Kamenov, Yuri Sveretsky, le responsable de la station, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz et tous les autres monteurs de JNS TV. Donnez-nous un super merci, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'aller sur jns.org pour les toutes dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient Et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Judéacation. sur JNS TV.